Alors, il dit que c'est bon. Moi, j'ai pas de vue. Go, ok. Alors. Non, pour l'instant, je ne sais pas si on est en live. Sur mon autre écran, il n'y a rien. Si, c'est bon, on est en live. C'est parti. Alors, est-ce qu'on a du monde? Je regarde le chat qui est ouvert ici. Bon, bah déjà, je salue s'il y a déjà du monde qui est là, par là. Oui, on a 6 spectateurs qui nous ont rejoints déjà. Donc, bah, bon, ça commence à venir au fur et à mesure. Bon. Pas d'inquiétude. Donc, bah, on est sur la chaîne Twitch des Amis de Spirou. Aujourd'hui, c'est la deuxième émission. Donc, la semaine dernière, vous avez pu écouter Sandrine et puis Yann Darine qui ont présenté, qui ont parlé de Cats et puis de Kid Paddle. Aujourd'hui, donc, le contenu de cette émission, il est encore visible sur la chaîne Twitch des Amis de Spirou. Il est visible sur la page YouTube des Amis de Spirou. Donc, et puis aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Léo Becker, qui a notamment réalisé, il y a dans la série Les Tribulations de Louison Cresson, donc série qui est qui a été publiée dans le journal de Spirou, je crois en 1988 pour la première fois, et puis jusqu'en 1995. Donc, dans le contenu de l'émission, on va parler un peu de tout ça. Je vous rappelle qu'il y a le chat pour poser vos questions. Je vais les relayer donc à Léo. Il y aura aussi Léo qui fera un dessin en direct, donc qui nous montrera l'avancée de ce dessin régulièrement. Et il y aura un tirage au sort qui sera fait quand on vous donnera un mot-clé pour gagner ce beau dessin. Voilà pour le contenu. On est tout bon. Eh ben, on va commencer un peu par ta biographie, Léo. Hein. Donc, tu es né à Montevideo, donc en 1946. Avec ta famille, vous êtes installé en Argentine. Plus tard, oui. Il y avait des raisons particulières pour cette installation en Argentine Économiquement, oui. Mon père est argentin. Mon père était argentin et il a fait un voyage à Montevideo. Il a connu ma mère. Et ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants de moi. Et il avait trouvé un bon boulot et comme retoucheur photo. Et il était diplômé des Beaux-Arts. Il était un bon peintre et dessinateur. Et il a trouvé ce boulot-là. Et quand un jour, je ne sais pas pourquoi, ça n'a plus marché, donc il a été sans travail longtemps. Et il a appris qu'en Argentine, il y avait peut-être des boulots de ce genre pour lui. Il n'arrivait pas à gagner sa vie comme dessinateur et peintre parce qu'il avait un défaut comme moi, il ne voulait pas vendre ses œuvres. D'accord. Alors, il ne voulait pas les vendre. Moi, ça m'arrive un peu la même chose. Bon. Lui, il était meilleur que moi comme peintre. Ouais. Bon, donc, il y a une filiation dans l'œuvre artistique quand même entre toi et ton père. Ouais. Ma mère était en fait comédienne. Comédienne. Ah oui, alors c'est la famille d'artistes. Ouais. Et ça peut dire quelque chose à quelqu'un. Ils se sont connus autour du Parti communiste uruguayen de l'époque. Ok. Ce qui se reflète un peu dans Louison Cresson, hein, dans son enfance. On voit qu'il est grandi dans un milieu politisé. De membres du Parti communiste, si tu veux. Mais tes parents, ils étaient politisés alors quand même. Ouais. Du coup, ouais. Mais je veux dire, pas n'importe laquelle politique. Ouais. Donc, il y a un truc, c'est que j'ai ressenti quand j'étais petit et qu'ils étaient encore là, c'est qu'il y a une espèce de confrérie, si tu veux. Et ces gens-là, c'est un peu comme une secte, quelque part. Ça ressemblait avec des sorties obligées, des participations à des réunions obligées, tout ça, quoi. Et c'est assez folklorique, hein. J'ai récupéré après en France l'équivalent. Il y a un livre qui a été écrit par moi, c'est pas cet écrivain qui passe à la télé souvent, qui a fait une histoire du Christ. Enfin, je me souviens plus, non. Qui a lui aussi été dans le même cas que moi et qu'il a été petit parce que ses parents étaient membres militants du Parti communiste. Ok. Alors, il y a déjà une première question de Marc sur le chat.
qui demande pourquoi tu voulais pas vendre tes œuvres. Est-ce que tu es insatisfait du résultat de ces œuvres ou il y a d'autres raisons? Alors, je, je, je pense que peut-être des albums de bande dessinée, les originaux des bandes dessinées, je pourrais en vendre. Mais par exemple, mes tableaux peints, après la BD. Ouais, mais je crois que Adrien, il peut en afficher en direct. Hein. Là, c'est mon petit-fils, il vient des États-Unis d'Amérique. Donc ça, c'est Jean, voilà, le petit-fils. Il va étudier français, hein, et il est étudiant à l'université. Et donc, j'ai fait des tableaux comme ça. Comme j'ai enseigné le tango, il y a souvent des belles filles qui se prêtent à mon pinceau pour que je les fasse leur portrait. Et je profite pour leur faire. Et c'est un peu comme si c'était des icônes pour moi. Vous voyez, tu vois, dans la religion orthodoxe, quand oui. quelqu'un un Christ ou je sais pas, une Madone, après ça devient sacré ça aussi, quoi. Ouais, je vois. Et moi, j'ai le sentiment que si je me sépare de mes anges gardiens en forme de portrait, je ne vais pas aller bien pour moi. Ouais, il y a un côté un peu ouais, c'est rassurant ou fétichiste, ouais, protecteur. Alors là, sur la page, sur la chaîne, là, Adrien affiche quelques-uns de tes tableaux, notamment celui qui est juste derrière toi, la fille qui est en tailleur. Donc on l'a. Moi, je peux faire pour moi ça. Non, mais on la voit bien. On voit bien. C'est affiché directement sur la chaîne, là, directement sur la vidéo. Parce que je peux aller sur la chaîne moi aussi, non? Ouais, il faudra que tu te connectes, ouais, avec ton ordi. Okay. Mais ça, t'inquiète pas, ça diffuse. Il diffuse plusieurs tableaux que tu as fait. Tu nous parles un peu. Après, quand tu as quitté l'Argentine donc pour aller étudier l'océanographie à Marseille. Voilà, c'est ça. Avec mon épouse et mon petit-fils. Mon fils, pardon. Le père de lui. Ouais, c'était quoi? C'était une première passion? C'était pour du travail? En 76, j'ai travaillé dans un centre de recherche en océanographie en Patagonie. Et il y avait une coopération avec la France pour la recherche. Et donc, il y avait la possibilité d'avoir des bourses en France pour faire des études techniques océanographiques. Donc, j'ai postulé, nous avons tous les deux postulé à une bourse pour la France, on l'a eu. Donc, on est venu en France en 76 pour ça. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un coup d'État en Argentine. Le laboratoire auquel nous participions, nous travaillions au laboratoire, il a été plus ou moins démantelé. Il y a des membres qui sont partis carrément disparus ou en tôle. Et des amis qui m'ont dit, surtout ne rentre pas. Donc on a suivi ce conseil. On a voulu aller au Brésil. Et après, on nous a convaincus de rester en France. Voilà, on s'est débrouillé en France. D'accord. Il y a encore une petite question concernant tes tableaux. Savoir comment tu les composais. Est-ce que c'était de l'huile? Quelle technique tu utilises pour les faire? J'avais commencé à les faire à l'acrylique. Les premières sont faites à l'acrylique. Les derniers sont, disons, à partir de la moitié. Il y a une quinzaine, pour le moment. Ils sont faits à l'huile, sur de la toile. Alors, est-ce que quand tu étais à Marseille, c'était une période où tu dessinais déjà? Est-ce que tu avais déjà un peu une carrière d'artiste derrière toi? Ou est-ce qu'à côté, tu dessinais beaucoup? Je disais, mon père était peintre, et donc il passait sa journée assis devant un chevalet à travailler ses retouches et à peindre aussi. Et donc à la maison, il y avait un peu partout des crayons. Moi, j'étais convaincu que je savais dessiner parce que j'étais son fils. Donc, toute ma vie, j'ai dessiné, quoi. J'ai pensé que chez tout le monde, c'était pareil, et tout le monde savait dessiner comme ça, quoi. Et en fait, j'ai vu après, à l'école et tout ça, que les autres enfants trouvaient que mes dessins étaient meilleurs que les leurs. C'est une raison pour laquelle ils voulaient me tabasser parfois. D'accord. Donc, j'ai toujours pensé que j'allais dessiner un jour, et j'allais écrire aussi. J'avais commencé à écrire.
J'aimais beaucoup la bande dessinée déjà. Je ne connaissais pas la bande dessinée française, hein, à proprement parler, belge. Si, je connaissais de temps en temps comme ça. Ouais. Et du coup, alors, tu lisais quoi plus jeune? Alors, là, j'ai laissé des photos pour Adrien. Quand j'étais jeune, je lisais tout, surtout en livre. Hein. Je lisais Jules Verne, Emilio Salgari, ça vous dit rien, mais c'est très populaire en Amérique latine et en Italie, c'est un Italien. Il faisait des aventures de pirates, c'est comme ça. Et après, plus grand, de la science-fiction et de la littérature. Et donc la littérature française en particulier, j'étais un sympathisant, enfin un amateur de Stendhal plus tard. Ouais. Ça reste un de mes grands écrivains favoris pour moi. Et sinon, en BD, dès tout petit, j'ai appris à lire en lisant les BD dans les journaux. Ouais. Mais dans les journaux argentins, du coup, alors. Le voyant, ouais. Ouais. Pas encore en Argentine. Et j'ai donné une photo d'une bande dessinée qui s'appelle La Petite Lulu, qui est géniale. J'ai la lu encore parce que c'est fait avec une intelligence exceptionnelle. Le dessin paraît simpliste, mais il ne l'est pas. Il est peut-être, mais les textes sont abracadabra. Alors, Adrien est en train d'afficher ce que tu nous as envoyé, donc la petite Lulu, donc Little Lulu. Oui. Comme ça, les internautes peuvent voir. En France, il y a eu des dessins animés. Ok. Ensuite, je lisais. Ah oui, Prince Vaillant, ça. Harold Foster, vous connaissez. Ça me fait rêver, ça. Et quoi d'autre? Ah oui, les Argentins, notamment Fontana Rosa, qui a fait une bande dessinée argentine qui s'appelle Inodoro Pereira. Inodoro, en fait, ça veut dire WC, quoi. D'accord. C'est pratiquement impossible à traduire. C'est un truc qu'il faut être vraiment argentin pour le comprendre. Ouais. C'est basé sur des chansons folkloriques, folklore des Indiens et des habitants des Pampas. Mais bon, le dessin est époustouflant et l'humour est... Est-ce que c'est des récits et puis des auteurs qui t'ont un peu guidé pour la suite de ta carrière ou tu t'en es nourri dans ta culture finalement? Oui, dans la mesure où ça m'a donné le sentiment qu'il n'y a que l'humour qui rend intelligent. Donc, c'est la BD où on apprend quelque chose. Ouais, je pense que un des meilleurs supports pour l'humour est la BD, vraiment, vraiment. Je veux bien les BD qui ne sont pas drôles et tout, mais chaque fois que j'ai une BD comme ça entre les mains, j'ai le sentiment de me dire, est-ce que ça ne serait pas mieux dit si c'était fait en cinéma ou en roman? Et hélas, pour moi, hein, il y a 50% des cas de ce que je lis, ça serait aussi bien dit au cinéma ou... Donc, en humour, par contre, c'est spécial. Comment vous faites du bretéché? Pour moi, bretéché, c'est un des sommets humoristique. Comment tu fais pour faire du bretéché? Marque si un cinéma, peut-être, je sais pas. Peanuts, ouais, Peanuts, ça a été fait au cinéma aussi. Mais bon, voilà, mon idée. Hein. Et après Marseille, quand tu nous as dit que tu n'as pas pu retourner en Argentine, tu es resté vivre en France. Et puis, c'est la transition avec tes premières publications. Tu peux nous raconter quand est-ce que tu as commencé à être publié? Voilà. Donc, moi, j'ai toujours plus ou moins écrit non pas des récits, de la poésie. Et en ayant des enfants, ça m'a donné envie de raconter des histoires aux enfants. J'ai eu mon premier enfant. J'avais mon premier enfant. Et comme on n'avait plus de bourse, il fallait travailler pour gagner sa vie. Ouais. Et heureusement, ma femme était d'origine italienne et on a pu récupérer la nationalité italienne de ma femme. Et ça nous a permis de rester légalement en France sans commettre des délits. Ouais. On pouvait être embauché, on pouvait travailler. Donc je me suis mis à travailler comme
peintre, homme toute main, etc. Nettoyeur de vitres. Et à longue, j'en avais marre. Ma femme me faisait les ménages, la pauvre. Et j'ai commencé à envoyer des textes de contes pour enfants dans des revues, notamment au Capi, qui m'achetaient en compte. Okay. Donc d'accord, tu as commencé à être publié par l'écriture, pas par le dessin. En fait, hélas, ils me l'ont acheté, mais ils ne l'ont pas publié. Parce qu'ils trouvaient qu'il était trop politisé. Ils s'étaient trompés, quoi. Mais ils voulaient m'encourager, donc ils me l'ont payé quand même. Hein. J'ai touché à un moment 3 000 francs, je crois. C'était bien. C'était encourageant. Mais ils ne l'ont pas publié, j'étais triste. Du coup, j'ai inventé une histoire d'un écrivain qui écrit des histoires pour enfants qui sont tellement dangereuses pour les enfants que quand ils les lisent, ils deviennent plein de poids, quoi. Ouais. Des poids ronds, verts ou bleus, les enfants. Et donc, il faut absolument les faire qu'ils n'écrivent pas. Mais le problème, du coup, l'avantage, c'est que les enfants qui chopent cette maladie, les gros poids sur la peau et tout ça, en fait, ils sont immunisés contre des tas d'autres maladies. D'accord. Le mec, il fait fortune aussi. Ça, c'est un compte qui est écrit sur ça. Donc, si on arrive à... Non, tu as dit que celui-là, il n'a pas été publié, du coup. Non. Il est resté dans les cartons, quelque part chez Okapi. Par contre, j'ai reçu la visite d'Italie du mari de ma cousine. Et Marie, ma cousine, je trouve que c'est un collègue de Hugo Pratt, de Alberto Breccia, et des grands dessinateurs de Buenos Aires. Aucun des deux était argentin d'ailleurs, l'un était italien, l'autre était uruguayen. Mais il a travaillé avec eux dans les revues d'Argentine. Et quand il a vu comment je peignais, dessinais et que j'écrivais des histoires, il m'a dit « Comme, pourquoi tu ne fais pas de la BD ?» Mais je ne sais pas en faire. Ben, tu viens chez moi 15 jours en Italie et je t'apprends. Et c'est ce qu'on a fait. J'étais 15 jours chez lui, 3 semaines peut-être chez lui en Italie. Il m'a appris des techniques de base. J'ai fait un début d'histoire. J'ai commencé à la présenter un peu partout, y compris à suivre, etc. Et les mecs m'ont encouragé. Et il y en a un qui m'a dit « Ah, si vous voulez, ça, je ne peux pas le publier, mais je peux vous donner une histoire à dessiner si ça vous intéresse. » Je dis « Ah oui. » Et c'était chez Vaillant, l'État communiste d'ailleurs, qui m'a sorti une revue qui s'appelait Ludo. Et là-dedans, j'ai créé le mec il a créé un personnage de détective qui habitait à Nice, et voilà. D'accord. C'est ça, on était dans quelles années à peu près, tu dis? Ça devait être 68. 68. Et puis après, de ce que j'ai vu, bah, et puis entre. Ça sonne à la porte. Hein. Jean, tu peux y aller, s'il te plaît? Ouais. Ah, alors on a une interruption peut-être? Ouais, peut-être. Hein. Je sais pas. Ou tu attends des choses ou... Oui, j'attends. J'ai commandé un truc, mais espérons qu'il arrive. Attends. Et donc, oh là là. Oui. Ça fait du bruit, hein. Je sais pas ce qui arrive, mais... Ah, ben une... Oh, ben alors ça... Ah, voilà, c'est la table. Ah. Ça, c'est... alors il faut que tu nous dises... Là, c'est pas l'égout, hein. Mais elle vient d'où, celle-là? Elle vient de Marseille, 1920. Et pourquoi elle est aussi réputée, et connue et recherchée? Je ne sais pas si vous observez. Ouais. Alors, j'espère que Léo va pas se faire un tour de rein en essayant de la porter. Hein. Tu feras attention à toi. Là, par exemple, je ne veux pas te la montrer, mais il y a des traces des soudures. Ouais. Faut dire à Jean de nous la rapprocher de la caméra. Il a les muscles. Elle ne peut pas. De la rapprocher, de la caméra. Ouais. Oh. Ouais. T'arrives à la porter? Ouais, c'est Jean qui va nous ramener ça. Alors, c'est une plaque d'égout, donc, pour répondre à Mathieu. Et puis, on a Michel de 77, là, qui est un savant, qui a dit le mot exact, donc un hyponomopomaphile. Je ne sais pas si je le dis correctement. Hyponomopomatophile. Voilà. C'est du grec. Donc, c'est le collectionneur de plaques d'égout, ça, c'est ça? Ouais, mais tu sais, les soudures, pourquoi c'est important? Parce que la préfecture, pendant la guerre, ils soudaient les plaques d'égout
pour que les résistants et les contrebandiers ne puissent pas se trouver refuge. Ouais. Donc c'est une plaque d'égout historique. Alors il y a un commentaire qui dit que la plaque d'égout ne sera pas gagnée, hein, ce sera bien ton dessin qu'on fait gagner. Ah, on peut peut-être gagner, non pas aujourd'hui, mais j'ai des plaques d'égout portatives aussi. Bah, parfait. C'est plus... Il faudrait les sérigraphier encore. Ouais. Merci Jean. Alors, donc, tu as publié dans Ludo, puis oui. Okapi, et puis l'arrivée. Attends, après j'ai publié chez Okapi, oui. Je suis allé chez Okapi, j'ai envoyé chez Okapi. Bon, alors, hop, on a Léo qui disparaît, mais qui revient avec un cadre qui était tout au fond de la pièce. J'ai envoyé cette planche chez Okapi. D'accord. Le coquillage et cristal. Et j'ai envoyé cette planche en couleur et 2 planches en noir et blanc. Chez eux. Petite question pour toi, Léo. Est-ce que tu as dédicacé à Pont-à-Mousson? Oh oui. Bien sûr. Ah non, dédicacé à Pont. On peut en parler? Non. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, quand on parlera un peu plus de Louison. Ouais. Si on finit un peu, t'as travaillé. Donc là, j'ai publié 2 albums de bande dessinée chez Okapi. Je démontre les premiers, si je les trouve. Ça, c'est pas moi les scénaristes. Ouais, mais t'as illustré. C'est participé pas mal à l'histoire, ça s'est passé à Marseille. Ouais. Et ensuite, j'ai publié donc les coquillages de cristal. Les coquillages de cristal qui n'est pas sorti un album chez Valliard. Je sais pas où je l'ai mis. Donc là, c'est lui, il a cette planche là. Et j'ai trouvé un éditeur pour les publier et il a fait faillite 15 jours avant la sortie de l'album. Donc j'ai perdu même les comment ça s'appelle, les films. Ouais, à l'époque, c'est pas qu'il y a les films pour imprimer. Ouais. Voilà, il y a tout plein de questions qui arrivent sur le chat. Alors, il y a Laurie qui demande si tu fais des portraits à la demande. Donc, tu as même des intéressés. Donc, il fait. Donc, c'est quoi, il faut te commander, t'appeler pour faire ça, je pense. On va mettre là l'adresse ton portfolio, hein. Le site de Louison. Ah oui, il faut mettre. Je t'ai pas donné l'adresse de ça. Si, le portfolio, tu nous as donné l'adresse. On a ce qu'il faut. On le mettra, de toute façon, si on le met pas maintenant en direct, on le mettra après sur le replay. Il y aura toutes les infos. Ouais, il suffit de me contacter. Il est doué, là. J'essaye de m'apprenne à faire du manga. Je comprends rien, manga. Je comprends pas ce qui leur plaît, là. Donc, oui, elle peut me contacter. Sinon, c'est leo@louisoncresson.com. Ouais, alors leo@louisoncresson.com pour faire des demandes de portraits à la demande pour répondre à Alice. À Laurie. On a vu, j'ai vu aussi que tu avais fait un peu. Alors, tu as travaillé sur un long métrage, je pense, qui aura séduit de beaucoup de jeunes, de gens de mon âge finalement, hein, presque, et puis des moins jeunes, puisque c'est la série Le Manège à chanter. Comment tu es arrivé là-dedans? Il y a 2 choses de Manège à chanter, au plus, je sais pas. Il y a eu la série avec des bonhommes en marionnette. Ouais, exact. Ça, c'est ma génération, presque. Ouais, ça s'est fait en Angleterre dans les années 50, 60, 70, je sais plus. Et après, il y a eu des Parisiens qui ont acheté des droits pour faire un long métrage. À partir de ces personnages-là, mais non pas en marionnette, mais en image de synthèse. Donc, moi, suite à l'échec relatif de Louison, parlons-en, si tu permets 2 secondes, c'est à l'arrêt de Louison, j'ai essayé de placer Louison ailleurs, ça ne marchait pas. J'ai essayé de placer d'autres idées ailleurs
je me trouvais avec des propositions qui étaient intéressantes. Donc, je me suis reconverti dans l'illustration et même j'ai fait des études d'écriture cinématographique pour lesquelles il fallait apprendre la 3D, l'image, les synthèses animées et produire un film que j'ai fait aussi. J'ai fait un petit film qui s'appelle Napoleone in Egitto. Ça se trouve sur YouTube. Ouais, Mais j'ai aussi conseillé pas trop parce qu'il n'est pas taré. Bon, on rajoutera des liens après. Voilà. Et en tout cas, sinon là, vous les trouvez. Égypte, c'est pas en 2T. Napoleone in Egitto. C'est un dessin animé en 3D. Bon, j'ai fait ça. Et donc après, j'ai trouvé du boulot directement comme graphiste chez Manège Enchanté, là. Et donc, j'ai fait du décor pour ces films. Il y en a qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été faits très bien en 3D. Et après, j'ai fait du storyboarding pour ces films aussi. D'accord. J'ai travaillé avec une équipe anglaise, des gens qui ont travaillé pour Hardman. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hardman, c'est la boîte qui fait Wallace and Gromit. Okay. Ah ouais, ok. J'ai vu, hein, sur ton portfolio, on voit qu'il y a des dessins de Pollux. Voilà. Donc, quand vous connecterez sur le portfolio de Léo, on mettra un peu les liens aussi un peu plus tard. Vous pourrez voir qu'on y retrouve Pollux et puis les tableaux qui sont aussi affichés derrière toi, Léo. Il y avait eu un commentaire qui disait qu'on dirait vraiment des photos, là, ces tableaux. Ah, hélas, oui. J'aimerais qu'ils soient plus impressionnistes, mais j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, si vous avez un ami peintre qui vous aimez l'ami et comment il dit, comment il peint, ne lui dites pas que ça ressemble à une photo, parce que c'est... Alors, désolé de l'avoir dit. Mais c'est que c'est très réaliste. Ouais. Voilà. Donc moi, j'aimerais peindre comme Van Gogh et je peins comme un appareil photo à 50 €. Hein. Ouais, c'est un bon appareil photo, quand même. 50 €. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas finalement, c'est pas le prix qui compte de l'appareil, c'est le regard derrière, comme partout. Ouais. Je voulais voir aussi, avant qu'on parle de Louison dans quelques instants, tu as aussi un peu des retours dans tes multiples activités. Parle-nous du tango, puisque tu. Et encore, on n'a pas parlé que quand j'étais en Patagonie, j'ai fait la plongée sous-marine. Il faudra. J'ai plongé avec des baleines. Tu peux te montrer? Alors, tu as plongé avec les baleines en Patagonie. Ouais. Donc ça, c'était un peu en lien avec tes études ou c'était encore autre chose? Non, mais c'était une vocation. C'est une vocation, hein. J'ai adoré plonger, quoi. La plongée sous-marine. Où c'est qu'il est, là? Oh, je ne trouve pas la baleine. Ah, si, tiens. Alors, je pense qu'on voit... Si tu arrives à la décrire, j'imagine que c'est une baleine qu'on voit. On voit la bille, l'eau, et ici au milieu, ça, c'est le dos d'une baleine. Ouais, c'est l'eau de la baleine. Ouais. Voilà, ça s'appelle. Donc ça, c'était en pâte. Entre autres. Ouais. Et c'était agréable. Ça, c'est là où j'habitais. C'était une réserve naturelle. Et là, au fond, il y a mon ami Loïc, qui est français, qui essaye son parachute. Et devant, il y a notre lama de service. Lama de service. Ah oui, je sais pas. De l'autre côté, ouais, on voit une ombre là, c'est ça? Non, ici, ça c'est un lama. Ok. Alors, je te dis qu'à l'écran, on voit pas bien, mais on te confiance. Voilà. Puis le tango alors. Alors le tango, bon, moi j'ai toujours aimé la musique. Au début, c'était les classiques. Quand j'étais petit, il passait à la radio nationale uruguayenne la musique classique et j'avais un chien. Et il y avait une grosse radio comme ça qui était posée sur les pieds. Et j'allais avec les chiens m'incruster sous la radio pour écouter. Ça nous plaisait tous les deux d'écouter Bach, surtout Bach, Beethoven, Mozart, tout ça. Ensuite, ça a été la musique populaire, en même temps, peut-être. Voilà. Et ensuite, le rock. J'ai découvert le rock. Voilà. Ouais. Et un jour... Donc, et puis ça, le rock, c'est ce qu'on retrouvera en fil conducteur de Louison. Ouais. Et un jour, j'étais à Montevideo. J'avais 13 ans, je pense. Et quand j'avais
touchais un pourboire parce que j'ai livré des fleurs pour gagner ma vie et je touchais un pourboire. Donc j'allais à la petite pizzeria qui était à 300 mètres à l'angle de deux grandes rues et je mettais les pièces dans le jukebox pour écouter Elvis Presley. Jusqu'à un jour, il y a un pizzaiolo qui est sorti des cuisines avec un grand couteau comme ça. Il a pris le câble de brancher les jukebox, il a tiré comme ça, il m'a menacé. Il supportait pas l'Elvis Presley. Et là, mon expérience d'Europe est devenue confidentielle désormais. J'ai une petite question pour toi qui provient du chat, donc avec Marc Descornets qui demande si une publication d'un album du Coquillage du Cristal serait envisageable. Ah putain, il les connaît lui? Bah, a priori, tu as des sacrés suiveurs et des sacrés spécialistes. Je comptais vous faire ça, ouais. Vous demandez à Nidule pour le faire, ouais. Mais après, lui, non. Enfin, quand j'aurai fini de publier ces éditions-là, et que je me lancerai à confectionner les sixièmes, je comptais entre-temps publier le Coquillage et ça aussi. Républier alors, ça aussi. Ça, c'est mon roman. La qui précède, ouais, ok. Ça, c'est un roman que tu as sorti. Ouais, en 98. Et j'ai fait un roman. Donc, j'ai compté ressortir ça. En fait, ils sont disponibles encore. En fait, pour les coquillages de cristal, à notre ami Marc, c'est? Ouais, Marc, ouais, exact. Il faut lui dire que s'il va sur le site de mon portfolio, il peut le lire à l'œil dans la section bande dessinée de mon portfolio. Mais bon. Voilà. On va le lire en ligne. Ouais. Mais tu nous feras un beau petit ouvrage en papier qu'on pourra mettre dans nos bibliothèques. Ce sera beaucoup mieux. On pourra les accrocher, les mettre derrière comme ça là. C'est une histoire qui me plaît beaucoup et qui n'a jamais été. Peut-être tu peux nous en dire quelques lignes parce que moi je connais pas et puis je pense que peut-être à part Marc. Vous connaissez Peter Pan? Pardon? Peter Pan, vous connaissez Peter Pan? Ouais, Peter Pan, ouais. Alors, c'est le petit garçon qui refuse de grandir. Et il est heureux en restant petit garçon. Mon histoire, tout en adorant Peter Pan d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est une petite fille qui ne veut pas grandir, mais les circonstances lui enseignent qu'il vaut mieux le faire. Et j'apprends ça grâce à la communication, enfin le rapport plutôt qu'elle a avec un dauphin qu'elle sauve de la mort. Alors là, je vais en profiter pour faire aussi un peu de publicité pour notre modératrice des Amis de Spirou, Laurie, qui a sorti un livre où il y a une thématique qui est un peu presque identique, hein, enfin, qui s'y ressemble, où là, c'est plutôt la maman qui empêche sa petite fille de grandir. Donc, Laurie, je ne sais pas si tu peux m'afficher sur le chat le titre de ton livre, parce que je ne l'ai plus en tête, mais quand tu l'auras affiché, je le dirai. Je fais une petite parenthèse avec ça, parce qu'il y a une thématique, c'est la forêt de... Mais elle va me le noter, Laurie, je pense. Je redirai après. Ouais, donc on pourra l'attendre, ce futur coquillage de cristal, prochainement, après Louison. Il y a déjà un gros travail éditorial à faire là. Alors, je ne veux pas me pleurnicher, mais j'ai besoin de votre aide pour financer les volumes qui restent des Louison. Mais on va en parler après, ça. Tu vas déjà nous parler un peu, pour commencer. Pourquoi? Parce que si j'arrive à financer correctement ça, après je peux me payer des dessinés des suivants qui sont inédits. Ben oui. Alors, Laurie, elle m'a mis le titre de son livre, c'est Irène ou le pouvoir de l'Elantana. Donc c'est l'histoire aussi d'une petite fille qui est empêchée de grandir par sa mère. Il y a un côté, une histoire de mère possessive finalement. Voilà. C'est un roman. C'est un roman, ouais, qu'elle a sorti fin d'année dernière. Donc, on le trouve en librairie. Ouais, je pense que tu peux le trouver en librairie ou contacter Laurie ou elle te contacte. C'est la même personne qui va certainement te contacter pour ses portraits à la demande. Donc, vous aurez des liens artistiques à échanger. Tu nous parles un peu de comment a commencé finalement l'aventure éditoriale de Louison Cresson, les premiers contacts avec Dupuis, comment tu es arrivé dans le journal? Là, c'est très facile. J'ai choisi 3 éditeurs. J'ai envoyé 3 copies des 4 premières planches de Louison et un synopsis. Et j'ai eu 3 réponses positives. L'une des éditions
Bon, ils sont à Toulouse. Milan, voilà. Milan. L'autre, c'était la maison d'édition du défunt Moebius. Était là, je crois que c'est sûr, était là, comme ça. Je parle de 1986. Ouais. Donc, on est à peu près 86, 2 ans avant que ça apparaisse dans Spirou. Hein. Ouais. Et la troisième, c'était un coup de fil de Philippe Van Doren. Ouais, ok. Et pour moi, Spirou, pour moi, c'était. J'osais à peine imaginer qu'ils allaient regarder ce qu'ils avaient envoyé. Et les mecs, ils voulaient à tout prix que Philippe Van Doren était charmant, un vieux belge, on les connaît, comme on les aime, pas vieux. À mon âge. Ouais, vous étiez jeunes à l'époque tous. Il était jeune et beau comme moi à l'époque. Et il m'a convaincu, il n'allait pas être très difficile. Je pensais que c'était ma mère qui me faisait une blague. À l'époque, ma mère était vivante encore. Mais il m'a convaincu que c'était pas ma mère. Et donc, ouais, pourquoi il avait la voix de ta maman Quand vous voulez. Est-ce que vous pouvez m'envoyer de l'argent tout de suite? Il m'a dit oui, pas. Il m'a envoyé le pognon. Oh, je suis parti faire des tours. Et un an après, c'était tout. C'était bouclé. Ouais. Mais ça veut dire que tu étais lecteur du journal à l'époque? Tu connaissais? Tu avais déjà des influences? Mais j'ai bien entendu, je connaissais. Mes enfants m'ont appris à aimer Johan et Pierre-Louis. Ouais. Et moi, j'adorais Franquin, comme tout le monde. Et les Schtroumpfs et tout ça, quoi. Ouais. Parce que tu avais un peu déjà je sais pas, du journal, à part Franquin, tu avais déjà des maîtres un peu à penser, des gens que tu te disais, tu étais impressionné? Qui m'impressionnait à moi. Ouais. Tu sais, parce qu'on peut dire. Tu veux plus fort que ça, Greg. Greg qui a fait le scénario de QRN sur Brettelbourg, entre autres. Pour moi, chapeau, quoi. C'est des gens, quand il fait Achille Talon déjà et tout ça, moi, ça me tue, ça. Ouais. C'est des humoristes de génie, c'est des gens qui, quand on les lit, on ressort plus intelligent après, quoi. Ouais, bah c'est ce que tu disais au début de l'interview, c'est qu'on toi t'aimes la BD qui rend plus intelligent et qui passe par l'humour. Ouais. Ça rend intelligent. Et puis qu'est-ce que ça fait la première fois qu'on voit, alors moi je l'ai ici sous les yeux, c'est parce que je suis un abonné des années de 90 du journal du Spirou, et j'ai ressorti un des rares numéros que j'ai de l'époque. Donc c'était le numéro 2916, mais là ça concernait la publication du deuxième Louison Cresson. Donc qu'est-ce que ça fait quand on retrouve finalement son personnage, la BD sur laquelle on a travaillé dans le journal? Bon, moi c'était la première fois, hein. Donc la première c'était en 79. Ouais. Chez Ludo. Mais quand tu reçois le premier album, là oui. Ouais. Mais d'abord avant l'album, quand c'est dans le journal. C'est bien, super. Mais bon, je te dis, j'étais pas blasé, mais j'avais déjà été publié chez Okapi tout le temps. J'ai fait, j'ai oublié de dire, j'ai fait 2 bandes dessinées longues sur la vie de Charles de Foucault et de l'abbé Pierre aussi. Je continue de vendre depuis 40 ans. Là. Ouais, donc t'as des biographies un peu. Biographies religieuses de 2 grands catholiques, dont l'abbé Pierre, que j'admirais beaucoup, et Charles de Foucault aussi. Et donc, j'ai même souvent dans le journal quelque part, c'était blasé, je dis pas blasé. Bon, mais c'est vrai que Spirou, c'était le premier journal de bande dessinée du monde, les premiers éditeurs d'Europe en bande dessinée. J'avais. Vous pensez que je suis né en Amérique du Sud, dans un petit village, je dis pas en bidonville, mais un quartier pauvre. Je n'avais pas la grosse tête, si tu veux. Bah ouais, ça gonfle l'ego un peu quand même, c'est ça. Disons que pour nous, surtout pour moi, parce que si j'étais arrivé en France et tout ça, c'est pas pareil. Mais nous, venant d'Amérique du Sud comme ça, étant plutôt on est pauvres, on n'était pas miséreux, mais chez nous. Ouais. C'est un autre monde, quoi, c'est un autre univers. Je me suis marié. Le frigo, quand j'avais 15 ans, le premier frigo, j'avais 15 ans. Quoi. Ouais, je comprends. C'était pas malheureux. Donc, c'était vraiment un autre univers.
Tu pourrais nous donner, parce que Marc, il serait. Bon, juste peut-être, on l'écrira après, mais l'adresse de ton portfolio, comme ça. C'est très compliqué. Mais je crois que de toute façon. Je vais la chercher pendant. Non, mais Adrien, il va la publier, ouais. On va la mettre sur les groupes et puis on mettra tout comme ça, il y aura toutes les informations, ce sera plus facile. Est-ce que tu as déjà commencé un petit peu à dessiner quand même ou on discute beaucoup? Ah non, je n'ai pas commencé. Oh là là. Je commence. Ça va aller vite. Je commence. Ouais, tu peux commencer et puis on continue. On peut quand même continuer à discuter de Louison. Attends, ça fait 1 heure qu'on est ensemble là. Non, ça fait 40 minutes. Ouais, 40 minutes. Enfin, 40 minutes en direct, mais 1 heure ensemble depuis tout à l'heure, ouais. Mais si tu peux nous parler un peu de Louison, comment il est arrivé dans ta vie? Quelle est cette idée de faire ce petit personnage particulier? J'utilisais la méthode de Charlie Chaplin, Charlot. Jean, ça frappait à la porte. Ah, c'est à nouveau sonné. Ouais, Jean, il a du travail aujourd'hui. Ouais. Charlie Chaplin disait qu'il fallait avoir un cahier avec soi tout le temps pour noter les idées qui te venaient lorsque tu te promenais dans la rue, que tu marchais, que tu écoutais la radio ou la télé. Il y a quelqu'un, Jean? C'est bon? Ouais. Ah, alors, c'est les aléas du direct, hein, comme ils disent dans les grandes émissions. Oh là là, attention, alors cette fois, qu'est-ce qu'on a reçu? Ah, mon oncle, voilà. Ouais, je ne prends pas pour la vie de Louison. C'est pas ça que je m'attendais, mais bon, tant pis. Bon, tu reçois beaucoup de choses un peu bizarres chez toi, il me semble, quand même. Ouais, c'est pas bizarre pour quelqu'un comme moi qui fait tu reçois tous les jours des colis comme ça ou? Non. Heureusement, ils ne sont pas aussi gros. On a un genre de chance, quoi. Donc, je vais dessiner. Alors, je vais dessiner un truc inspiré pour notre ami. Il s'appelle Yann, c'est ça? Ouais. Qui était là la semaine dernière. Ouais, exactement. Yann Darine qui était là la semaine dernière. Donc, voilà. Je rappelle qu'on peut continuer à revoir en replay l'émission et on la verra aussi sur la chaîne YouTube, la page des Amis de Spirou. Donc, tout comme cette propre émission-là qu'on verra en diffusion. Quelque chose qui a à voir donc, avec un Mac où il avait dessiné son personnage, lui. Ok. Je prends le hamac comme sujet. Et là, je vais dessiner un truc avec bison et un hamac. Donc, vas-y encore. Vas-y. Ouais, en fait, l'idée, c'était que tu nous parles un peu de la jeunesse de Louison, comment il est arrivé dans ton esprit. Je note des idées dans ces cahiers. Et tout le temps, on est en train de rechercher des trucs. C'est agréable, c'est enrichissant. Et des fois, quand on en a besoin, on trouve là des trucs qu'on avait oubliés et ça peut partir pour un récit cohérent et qui tout le monde. Donc, j'avais en tête depuis longtemps, je ne sais pas comment ça m'est venu, peut-être dans un rêve, l'image d'un petit garçon assis sur une grosse valise qui attendait quelqu'un dans une gare pourrie. Je ne sais pas si en France ou aux États-Unis ou en Argentine, je ne sais pas. Je vois rien là. Voilà, pour l'instant, on voit pas. Rapproche-le encore un peu parce que Alors, vas-y, avance. Donc, on avait ce petit garçon qui était dans une gare assis sur sa valise. Sur sa valise, attendre quelque chose. Et je me dis, j'aimerais bien un jour écrire ou dessiner une histoire qui comporte une image comme ça. Donc, c'est comme ça qu'un jour, j'étais invité au festival des bandes dessinées de Montclus. Non pas Montclus, mais Montclus dans le Gard. Et j'ai trouvé qu'il y avait moi dans ce festival et moi. J'étais le seul des invités qui est venu. Et donc on a eu le temps de faire connaissance avec les organisateurs qui étaient hyper sympathiques. Ils m'ont fait visiter le village. Et il s'appelle Montclus, dans le Gard.
et qui a des caractéristiques similaires à celles du village que tu avais en tête. Inventé dans Louison. Ouais. Et je me dis, mais s'il n'y a pas de train, ah non, ici le train il passe, ça fait longtemps qu'il ne passe plus, je sais pas. Il y avait un train qui venait, et vous faites quoi là? Ah non, là c'est des vignobles. Donc voilà. Il y avait des vignobles, il y avait un village abandonné et médiéval, si tu veux, avec une grosse belle tour. Et ça fait tilt dans ma tête. Il y avait une abbaye? Non, il n'y avait pas une abbaye, mais il y avait une belle tour. Hein. Ouais. J'ai pensé à une abbaye abandonnée avec des moines qui faisaient du vin. Il y a un petit garçon qui était envoyé là depuis Paris, quoi. Ouais. Et puis là, on vient de le chercher dans la gare, on a assis sur une valise. C'est qui est une image de la première ou deuxième page de l'émission. Ouais, peut-être qu'il va afficher. Alors pour l'instant, il a affiché l'image où on voit que le facteur reçoit en pleine poire, enfin le chef reçoit en pleine poire le courrier postal. Mais ouais, en deuxième page, on a Louison XIV sur sa valise. C'est comme ça, quoi. Ouais. Bon, là, et en plus, il y a Monsieur Hollande qui apparaît. Et puis ces fantômes, ils apparaissent quoi? Pourquoi? Ben justement, il y avait un problème. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette abbaye? C'est pas seulement la production du vin comme ça, c'est que il fallait quelque chose qui donne envie de continuer à lire. Et il y avait le problème qu'il fallait fabriquer le vin qui se faisait avant. Quoi. Qui n'ont pas un vin bon que d'aujourd'hui. Et pour ça, il fallait faire que le vieux moine, le vieux fantôme, se mette en route pour fouler le raisin. Or, comme on sait tous, il refusait de bouger parce qu'il était trop vieux. Quoi. Ouais. Et le seul qui a trouvé une façon de le faire bouger pour qu'il foule le vin, c'est Louison. Je raconte la fin ou... On peut juste te dire qu'il y a une histoire de rock'n'roll à nouveau, mais cette fois, il n'y a pas un pizzaiolo avec un gros couteau. Voilà. Donc, le rock a une importance dans l'album. Si tu te souviens bien, Bruce, excuse-moi, Louison part dans le sud parce qu'il met du rock à plein volume dans la cité, dans les HLM où il habite, et ça énerve les voisins. Un peu comme les pizzaiolos. Ouais, et puis même ça crée des... Si je me souviens bien, hein, comme on y retrouve aussi les réunions du Parti communiste, ça crée des tensions. Ouais. Hein. Ouais. Il y a une question de Mathieu qui demande si tu as été influencé à l'époque pour écrire ce genre de récit. Est-ce que, alors, Mathieu, c'est un vrai spécialiste, hein, parce qu'il demande si on peut te rapprocher d'une tendance avec Dick Harrison ou Luc Macadam. Je sais que je me souviens de les avoir vus, ces histoires, mais je ne me souviens pas du tout. Dick Harrison, c'est quelqu'un qui travaillait chez Bayard qui l'a fait, je crois aussi. Mick Macadam, c'est plutôt... Non. Mais sinon, tu avais un peu dans ta manière de rédiger les récits, dans ta manière d'écrire, tu nous as parlé de Stendhal tout à l'heure dans les auteurs que tu suis. Ouais. Est-ce que tu as des auteurs comme ça qui peuvent avoir influencé ta manière d'écrire? Oui. Il y a des auteurs américains, notamment William Faulkner. William Faulkner, ce qu'il y a, c'est qu'il invente un nouveau type de littérature. Il écrit un livre sur un personnage, et le livre d'après, il va traiter sur le voisin de ce personnage. Et le livre d'après, sur l'autre voisin. Et le livre d'après, ça sera toute la famille. Et il finit par créer un village entier qui s'appelle Jefferson
dans un comté qui n'existe pas, du Tennessee, qui s'appelle Yoknapatawpha. C'est un peu comme au Pont-à-Mousson. Disons qu'il m'encourage à aller à créer un monde autour d'un personnage, que le personnage ne soit pas isolé. Ouais, c'est qu'il y a un véritable univers dans la BD. Exact. Un monde, enfin, un village. Et donc, ça m'a poussé à ne pas être inhibé lorsque je faisais Louison pour inventer des univers qui s'entrechevêchent, si tu veux. Je ne sais pas comment dire. C'est un petit peu coupé, mais en gros, ah oui, fallait pas avoir peur de mélanger les univers, c'est ça que tu dis. Voilà, exactement. Avoir peur, et tant que c'est cohérent, ça peut être enrichissant, quoi. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe. Or, je vous montre un peu ce que je fais. Alors, si tu arrives à l'avancer un petit peu, ah ouais, on voit qu'il y a notre vieil abbé. Hein, qui... Ouais. Alors. Et puis alors, ouais, alors parce que tu amènes beaucoup de personnages très différents, bah on retrouve, j'ai oublié son nom, mais notre ami japonais, on y retrouve le cousin, Monsieur Uno, voilà, on y retrouve, c'est toute cette galerie de fantômes, c'est aussi, ils ont chacun leurs propres caractéristiques, leurs propres personnalités. Comment tu travailles un peu sur la personnalité de chacun des personnages, parce que c'est vraiment, en fait, finalement, il y a que des personnages forts. Y compris la dame qui vient examiner et puis vérifier la production de vin du cousin. C'est ça. Lequel est ton amour, c'est laquelle est ton amour. Et Flora Plante, de son vrai nom. Et donc, ça, en plus, il y a bon, les Marx Brothers, des petits peu d'humour, ça me plaît beaucoup. Et je pense en France surtout, il y a un truc qui m'a paru faulknérien, si tu veux, dans les genres de l'humour. C'est un film qui s'appelle La Belle Américaine, qui a été fait par un mec qui s'appelait Robert Derry, qui avait une bande de comédiens autour de lui, qui faisaient du théâtre. Mais ils ont aussi sorti ce film-là avec l'aide de Pierre Tchernia au scénario. Ça vous dit quelque chose de Pierre Tchernia. Il faisait une émission sur le cinéma à la télé dans les années quand il était jeune. Et c'était quoi? C'était Monsieur Cinéma ou quelque chose comme ça, hein? Une merveille. Pour moi, c'est pas le meilleur film de toute l'histoire du cinéma, le deuxième, quoi. Et on l'a regardé avec les enfants, mes petits-enfants le regardent, et on ne s'ennuie pas de le regarder, on connaît tous les dialogues par cœur. Et c'est ça, quoi. C'est une bande de voisins qui sont au milieu d'un événement exceptionnel qui transforme leur vie, et comment cela provoque des changements de leur vie et des caractères. Ensuite, il y a le film de Tati aussi, Jacques Tati, qui fait un humour sans parole, je crois, c'est plus drôle que s'il en parlait, quoi. Et donc voilà, c'est mes influences, c'est ça. Je voulais faire, j'avais une grosse nostalgie pour la France des années 50-60, à travers le film Tati, des films comme La Belle Américaine, et surtout les photos de Doisneau, Robert Doisneau, hein, ouais, les grands photos. Bah oui. Et donc voilà. Bon, tu es le plus argentin des Français ou le plus français des Argentins, finalement, à force. Je suis français depuis 1984. Moi, c'est pas. On est en France. Hein. Ouais. Donc, on parle de Louison. On parle aussi, maintenant, finalement, le premier album, il était sorti en 88. L'année dernière, en 2021, tu as sorti une réédition du premier album. C'est 88, ouais. Si mes informations sont bonnes. Non, c'est 91, non? Non, 80. Ah, attends. Non, ouais, pardon. C'est 88 dans le journal et 91 en édition. Ouais. C'est moi qui me confonds les dates. Tic, tic. Donc. Pour le convaincre.
30 ans après, tu sors en auto-édition, une réédition du numéro 1. Comment ça te vient cette idée? Eh ben, c'est vous, quoi. Il y a, comment dire, Louison Cresson, c'est une bande dessinée qui s'est arrêtée parce que ça ne se vendait pas. Alors que ça générait des synergies convergentes de la part du public qui le lisait. Disons que les gens qui le lisaient étaient presque des militants de Louison Cresson, alors que la plupart des gens s'en foutaient de Louison. Et donc, par exemple, ces gens, quand ils ont appris que Louison allait s'arrêter, parce que je l'ai su depuis le numéro 3 déjà, ils ont créé une association des amis de Louison Cresson, mais c'était en 93, 92, un truc comme ça. Adrien, les amis de Chirou, ça passe bien après nous. Hein. Et donc, ils ont sorti même un bulletin qui a eu quelques numéros, hein, à peu près 4. Bon, c'est pas mal. Ouais, c'est un début. Il y avait des trucs pour s'amuser, comme des quiz ou des dessins. Quoi. Ouais. Et on s'amusait à faire ça. Et on faisait des réunions quand on allait dans un festival, on faisait la fête. Chacun de membres avait un nom de fantôme. Donc, il y avait frère Antel, frère Lanotte, notamment frère Stan, sœur Isabelle et frère Bruno, et qui ont beaucoup insisté pour que je ressorte. Surtout, en plus, il y a la nouvelle génération qui était continuait à me contacter, à me demander de sortir de Louison. Donc, en particulier, je pense à Cédric Dauphiné, qui doit être en train de nous écouter, qui m'aide beaucoup tous les jours à résoudre les problèmes de la ressortie de Louison. Il y a François Buffin qui a beaucoup fait pour me trouver un éditeur actuellement, parce que j'ai pas de diffusion. Moi, je ne distribue que sur Internet et individuellement quand je vais dans des festivals moi-même. Donc, des gens comme ça, comme toi aussi, qui sont enthousiastes de Louison et qui, donc, du coup, ça me fait, il y a des gens qui me font des compliments tellement émouvants que je me sens obligé de leur faire plaisir à sortir un nouveau Louison. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça que tu débutes l'aventure. Voilà. Du coup, c'est que aussi le prix de l'impression a beaucoup baissé. Parce qu'à l'époque où moi j'ai publié, sorti un album, c'était pour un auteur, c'était impensable. Ouais. Maintenant, avec un nidule, ça devient simplement un achat par avance d'un livre que tu vas recevoir dans un mois, quoi. Ouais. Ce n'est pas déraisonnable. Tu as eu combien de contributeurs à la première édition? Enfin, pour le premier Ulule? Combien de contributeurs? 125. 125. Puis c'est un chiffre auquel tu t'attends? Ouais. Et puis tu étais content? C'est par beaucoup d'auteurs. Et moi, ça me suffit. Mais bon, il faudrait qu'il y en ait davantage. Ouais. Après, on parlera de la deuxième qui démarrera bientôt. Et puis, est-ce que tu as rencontré des difficultés pour faire cette campagne Ulule? Est-ce que ça te semblait un Graal inaccessible? Ou est-ce que tu as eu tu parlais que tu as eu pas mal d'aides, donc est-ce que les aides c'était bien? Qu'est-ce qui était finalement compliqué ou facile? Il y a des gens comme Cédric qui m'ont aidé tous les jours à mettre au jour mes connaissances, ma façon de faire. Mais surtout, aussi un ami qui s'appelle Kurde Riedel, qui est auteur de bande dessinée et qui a une série qui s'appelle Angèle et René, et qui sort tout ça par Ulule et sans vente dans les librairies. Que par Internet et dans les foires quand tu vas dans les foires. Ok. Donc il avait une bonne expérience. Ouais. Je vous conseille parce qu'en plus c'est une qualité de dessin et de gags excellent. Pour moi, c'est équivalent un peu de comment ça s'appelle le petit garçon avec son tigre en peluche américain. Ouais. Comment tu dis? Voilà, Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes.
Mon petit Ouais. chef me l'a dit en américain, je ne comprenais pas, c'est pour ça. Ouais, il l'a dit avec l'accent, hein, j'ai entendu. Hein, Et puis du coup, donc tu avais un bon support pour débuter cette première campagne, quoi. Lui, il m'a dit, il m'a trouvé déjà comment ça s'appelle, l'imprimeur, Ouais. et il a fait un bon boulot, je trouve. Et Ah ouais, l'album il est magnifique. il est beau, hein. Ah, il y a encore, je crois que tu as reçu encore un colis. Voilà, ça Ouais, arrive. C'est que je m'attendais. Ah ben voilà. Une bière, un bon vin de l'abbaye. Il a été foulé, celui-là. Ouais. Il a été foulé sur un bon vieux Presley. Ouais, par le père Abbé, on va les goûter, voir s'il est bon. Ouais. Depuis le 3e siècle, le 13e siècle. Il y a les verres qui sont prêts. Il y a Jean, il est impatient de goûter aussi, je crois. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais, Jean, derrière? Tu dessines aussi ou tu prends... Oui, Je dessine des trucs. il fait des mangas, je sais pas. Non. Ah, il travaille sur les mangas. Ah, c'est une question de génération, tout ça. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais. Il fait du tango aussi, Jean. Moi, non. Non? Moi, je danse pas. Bon, ben, alors, santé déjà, tous les deux. Hein. C'est à votre santé, à la santé Ouais, je peux pas trop vous accompagner, mais... et des supporters de Louison Cresson et des amis d'Espirou, le site Facebook. Ouais, merci beaucoup. Alors, sur le chat, il y en a qui vous disent santé à tous les deux. Hein. Alors, il est comment? Bon cru? Ouais. Bon, et puis cette deuxième campagne, alors, quand est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver le numéro 2? Je suis en train de faire 2 pages supplémentaires de... Non plus. Après, il va dessiner de travers. J'ai fait 2 pages supplémentaires de bonus, parce que vous avez vu que par le premier, il y avait un bonus de 2 pages. Ouais. Chaque édition comporte un bonus de 2 pages de plus. Ouais. Et là, je suis en train de le faire. Avec le problème, c'est que cette semaine, pour préparer cette émission, je n'ai rien foutu. Et donc, je compte finir, disons, vers la fin du mois prochain, lancer l'Ulule. Ouais. Et quand j'aurai fini ces 2 planches, et j'aurai mis en page les restes des planches qui sont déjà préparées. Ouais. C'est compliqué de reprendre le trait de Louison 30 ans après ou ça t'a été compliqué de t'y remettre? Non, c'est pas compliqué. C'est vrai? C'est pas compliqué. C'est agréable, très agréable. Ouais. D'ailleurs, je n'ai jamais, jamais arrêté de dessiner aussi comme ça, quoi, pour autre chose. Alors, on pourra encourager finalement à tous ceux qui nous écoutent, et puis on en parlera aussi sur la page de Facebook des Amis de Spirou, mais d'au moins de s'inscrire à la newsletter du LUL pour recevoir des informations pour quand la campagne démarre. Puis on va relayer ça. Je vais vous dire un truc. J'ai commencé à faire du Louison Cresson à ces formats-là. C'est un original. Ouais. Ok. Mm-hmm. Et ensuite, je suis passé à celui-là. Ah ouais, tout à fait. Et on voit pas la différence. On voit pas la différence dans les livres. Ouais. Donc ça, c'est les 2 dernières pages, finalement, elles sont à ce petit format-là. Ouais. Toutes les pages de... Maintenant, le format, c'est électronique. Je le fais sur ma table à dessiner, ma planche à dessiner. Là. Mais, alors, on avait un... Donc, là, tu vas attaquer le numéro 2. Donc, ça, on peut encourager les gens, finalement, à s'inscrire à la newsletter du LUL pour être au courant de quand la campagne démarre. Nous, on relayera, hein, tout ça, c'est clair. Donc, on a 5 albums qui vont sortir. On a vu que tu as mis 3 petits points pour le numéro 6. Oui. Donc, il y aura un 6e. Oui. Et puis, j'avais déjà un fan qui disait, est-ce qu'il y aura un 7e aussi de prévu? Oui. Tout à l'heure sur le chat. Ah oui. Il y a un 7e de prévu qui s'appellera le numéro 007. Donc, une histoire d'espionnage.
sais qui vous laisse penser. Oh. Ou à moins que tu nous mènes en bateau et puis que ce sera totalement autre chose. Ah non. Non, je pense que j'ai envie de plus de faire le 7 que le 6. Hein, alors, il y en a qui sont contents quand on dit de voir qu'il y a un 7 qui sera. Il y a un grand yes avec une quinzaine de points d'exclamation. Donc, Ah ouais. il y a de l'attente. Quand tu as ressorti les albums, là, c'est clair, tu as les vieux lecteurs comme moi, comme la plupart d'entre nous. Est-ce que tu as vu des jeunes lecteurs? Tu as eu des retours un peu de gens qui n'auraient pas, de jeunes hommes ou d'enfants qui n'auraient pas connu Louison il y a 30 ans? Pas vraiment, pas vraiment. Encore je sais pas, comment ça passe pas dans un support papier, sauf un album, il faut vraiment qu'il ait lu l'album. J'ai pas eu de. Bon, alors je vais te donner un retour d'un gamin de 11 ans, hein, qui est mon fils, donc qui a beaucoup aimé, qui attend la suite maintenant. Bon. Alors je te donne ce retour-là. Voilà. Merci, comment il s'appelle? Il s'appelle Mathis. Donc, Mathis. Merci Mathis. Il a beaucoup aimé, et puis il attend la suite. Hein. En plus, il a vu qu'il y en avait plein qui étaient prévus. Hein, il a vu la liste, il a dit, mais déjà, il m'a engueulé parce qu'on les avait pas. Donc, avec raison. Hein. Mais je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ça va sortir. Tu les as pas, les vieux? Non, les vieux, je les ai pas. Je fais partie de, je pense, ces lecteurs qui ont adoré Louison Cresson, mais qui n'avaient pas les moyens d'acheter de BD quand ça apparaissait dans le journal. C'est pas triste, ça. Hein? Ben, c'est ça. Donc, c'est super chouette de les rééditer. Moi, j'étais très content quand tu as lancé cette campagne. Bien. Bon, tu nous as parlé un peu, je sais que tu as encore pas mal de volumes du numéro 1 en stock. Comment on peut faire pour se les procurer? Il faut écrire, faut aller sur le site de Louison, louisoncresson.com. Mm-hmm. Et là, il faut aller dans la boutique. Il y a un onglet pour ça. Et vous cliquez dessus et ça vous donne l'adresse d'un site qui s'appelle Sumap. Mm-hmm. Et là, il faut casquer 24 € par carte et laisser ses coordonnées pour qu'on puisse lui envoyer l'album. Avec une petite dédicace ou? Ah oui. Nous, on l'envoie par un système qui s'appelle mondial, qui est très efficace et qui a un prix modéré qui nous permet de pouvoir faire ça. Je me posais justement la question, mais ça, je sais que tu m'avais déjà répondu en aparté. Enfin, avant tout, je vais faire, sur le chat, il y a un joli commentaire qu'il faut faire connaître Louison parce que c'est une saine lecture pour tous les âges, les plus jeunes comme les moins jeunes. Et puis, ma question, c'était pourquoi pas une intégrale directement? Pourquoi nous faire attendre album par album? Alors, ça, c'est Kurde. C'est la faute à Kurde. Kurde Riedel m'a dit, mais t'es fou, tu vas jeter de l'argent à la poubelle. Je sais pas. J'ai beaucoup de boulot faire un seul album, un seul compile, enfin, une compile. Puis le coût n'est pas le même à produire. Je pense qu'il ne sera pas prohibitif, mais le problème c'est que, tu sais, chaque album qui sort, moi je me rétape pratiquement toute la couleur, et qui ont beaucoup vieilli, si tu veux, les couleurs. Et les scans qui sont plus bons, quoi. Et donc il faut retoucher tous les scans, quoi. Et c'est un gros boulot. Et faire sur 44 pages tous les 6 mois, ça va. Tous les ans, mais faire ça sur 2 ans et demi, c'est beaucoup de boulot d'un seul coup, quoi. Ouais, puis attends, là j'ai des lecteurs qui te demandent les 7 Louison, qui te demandent le coquillage de cristal, et puis pourquoi pas John Silverside. Ça, je sais qui c'est qui demande ça. Voilà. Il s'appelle pas par hasard Jean-Marie. C'est Marc, toujours décorné. Oh. qui fait cette référence-là. Ouais, je pense que ça c'est une obsession de mon ami Jean-Marie. Donc je pense que c'était lui. Mais non, peut-être si je meurs, il y aura quelqu'un qui publiera ça, mais des moi vivants, je pense pas. Bon, j'espère que tu as cédé tous les droits à Jean derrière pour qu'il suive l'œuvre.
qu'il fasse le boulot aussi. Tu nous montres un petit peu où t'en es du dessin? Parce que je pense, je sais pas si Adrien veut lancer le concours. Voilà, on retrouve l'histoire du hamac et puis notre bon abbé. Ouais. Et puis voilà, alors, ça a des albums à vendre, il y a un site internet où on peut le trouver, ça c'est bien. Dans la campagne Ulule numéro 2, tu auras, j'imagine, des contributions avec les deux premiers volumes, pour ceux qui auraient loupé le premier. Ah oui. Et puis qu'est-ce que quel type de contrepartie que tu prévois? T'as déjà des idées? J'ai pas encore trouvé, tu sais. J'essaye de trouver des contreparties où il n'y a pas à moi qui dessine quelque chose, parce que... Ça rajoute du boulot. C'est, par exemple, les ex-libris que j'ai fait pour le premier album, j'en avais qui étaient des dessins déjà faits. J'ai profité de ces dessins-là, mais s'il faut que je dessine des grands tableaux comme ça, 4 ou 5, je finis l'année prochaine. Quoi. Bon, ou alors tu te reconvertis dans le manga et puis tu te fais aider par Jean derrière pour dessiner des Louison en version manga. C'est drôle. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, on va lancer le concours pour gagner le dessin que tu es en train de faire. Alors, l'idée, c'est de précéder le mot-clé que tu vas nous dire, hein, Léo, parce que moi, je suis incapable de le dire, ce mot-clé. Donc, il faudra l'écrire précédé d'un point d'exclamation pour participer au concours. Je vais l'écrire moi-même, comme ça. Je non, ce n'est pas ce mot-clé-là. Tout le monde marque Léo, mais c'est pas ça. Mais je l'écrive. Ah non, c'est Léo. Il dit, ah non, bah c'est bon. Alors, j'ai complètement mal compris. On est parti sur Léo. Donc, point d'interrogation, point d'exclamation, Léo, c'est le mot-clet. Et puis, il y en a plein qui commencent à l'écrire. Donc, c'est parti. J'avais loupé ça. Désolé, Adrien. Très bien, très bien. Non, c'est bon. J'allais partir sur votre fichier. Et puis, on te retrouve un peu en dédicace quelque part. Tu vas faire un peu des festivals prochainement. T'es invité quelque part? Non, pas vraiment. Je vais aller en avril au sud de Bretagne, au sud de Finistère, dans une bourse de la BD d'occasion et des CD d'occasion, enfin des disques d'occasion. C'est pour à l'Octudie. Ça sera, je crois que c'est autour du week-end, premier week-end du mois d'avril. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai envisagé. Donc, on peut dire à tous ceux qui nous regardent d'insister auprès de leurs festivals locaux, de t'inviter. Tu viendrais jusqu'en Suisse, parce que moi, j'en ai un festival où je peux t'inviter. C'est compliqué. Bon, on y réfléchira. Alors, il y a Jean. On va y penser. On demande si, dans le sud, est-ce que il y en a qui t'attendent dans le sud de la France, a priori. Ah ouais. Bon, le sud, c'est grand, donc je ne sais pas où dans le sud. Ouais. Espérons. Ouais. Dans la région PACA. Comme ça, tu pourras retrouver l'océanographie. Oh, il rigole, mais en Bretagne, on prend de l'océanographie, on est sûr. Ouais. Ouais. Tu plonges encore? Non, mais ma femme, elle est océanographe. Ah ouais. Elle a réussi à avoir un diplôme ici. Elle est docteur en océanographie. Non seulement coloriste de Louison, mais en plus, elle est docteur en océanographie. Moi, par contre... Et voilà. Ouais. Alors, j'essaie de regarder s'il y a d'autres questions qui arrivent sur le chat, parce qu'on va doucement arriver à la fin de notre petite conversation. La casquette que tu as sur la tête, elle est aussi disponible dans les contreparties? Non, là, c'est un modèle unique. C'est un modèle unique. Il y a 30 années, par contre, nous avons... Ouais, montre-nous un peu les contreparties qu'il y a eu sur la première. Ouais. C'est là. Ouais. Ah, il y a le t-shirt. Fièrement porté par Jean. Dans le cinquième album, il est question d'une plaque d'égout en or. Une plaque d'égout en or, ouais, ok.
Donc ici, on a reproduit sur la casquette et sur le t-shirt. Donc, toute taille. Je crois que Jean, il fait parfaitement le modèle. Et tu devrais encore tourner un petit peu comme ça pour qu'on voit bien. Voilà. Il n'y a rien derrière. Non, il n'y a rien derrière, c'est tout devant. Si, est-ce qu'il y a, ouais, montre-nous un peu toutes les contreparties qu'il y avait eu sur le premier, que j'imagine qu'on retrouvera aussi sur le second. Alors, pour le premier, il y a eu en contrepartie des ex-libris. Comme ça. Il y a 3 modèles d'ex-libris. Ah bah, elles sont à l'écran finalement, les contreparties, on les voit toutes. Je n'avais pas fait attention. Mais j'étais pour les fier de... spectateurs attentifs. Ouais. Ça, c'est des coups de bière. Des rondes de bois pour du vin. Il les montre aussi. Et les étiquettes pour fabriquer du vin magique. Ouais, mais il nous manque les bons pieds pour ça. On peut encore trouver la musique, mais il faut avoir les pieds. Non, parce que ça, il suffit de la coller. Les vins qu'il y a dedans se transforment en vin magique. Ah, tu veux dire qu'avec une piquette, on peut faire un bon vin magique? Ouais, mais bon, il faut être patient, hein, parce que ça dure, il faut attendre. S'il faut attendre 3 siècles, on n'est pas prêt de le boire. Non, 3 siècles quand même, 140 ans, c'est pas énorme. Ouais. Bon, ça te plaît comme contrepartie? Bah ouais, c'est chouette. Bon, bah, on se réjouit, je pense que tout le monde se réjouit de participer à la prochaine campagne Ulule pour découvrir le numéro 2, le numéro 2, donc le secret du mystère. Donc ça, c'était, ouais, si je regarde bien, à l'époque, c'était publié sous le titre La Nuit d'orage, c'est possible? Ouais. Dans le journal de Spirou, et puis La Ferme du Fou dans le... Ouais, c'est joli nom, hein. Mais je trouve que le secret du mystère, c'est celui que j'avais choisi au début. Tu m'as parlé aussi de quelque chose en aparté jeudi, dans les idées de scénario finalement qui n'ont pas été retenues et puis qui pourraient faire le contenu des prochains. Oui. Alors, je trouve que après le premier album, j'ai présenté chez Spirou le scénario pour le deuxième. Et ça m'a été refusé. En fait, il y avait un problème, c'est que il n'aime pas qu'il y ait encore les moines, si tu veux. Ouais. Et donc, il m'a demandé de faire autre chose que les moines. Et moi, l'idée, c'était une grève de moines de l'abbaye. En fait, dans l'histoire du deuxième, il était question d'une espèce de mai 68 avant l'heure. C'est-à-dire, le pays est paralysé par des grèves. Et quand on demande aux moines de faire du vin, ils refusent parce qu'ils se mettent en grève aussi. Ils veulent boire davantage, etc. Et donc, ils me l'ont refusé, ce scénario. Et il a fallu que j'invente un autre. Pour continuer à manger. Et donc, j'ai créé celui-là qui, je trouve, pas mal. Et voilà, celui-là, il me l'a acheté. On y retrouve un côté encore social, finalement, à ce scénario. Pardon? On y retrouve encore un côté revendication sociale de tout ce que tu parlais déjà de... disons que pour les Français, comme moi en France, même si je suis français depuis 1984, le fait que les Français soient des gars qui font la grève et toujours en train de faire la révolution, c'est quand même sympathique. Bon. Ça nous paraît une caractéristique française appréciable. Et à la limite, le côté frondeur des Français, si tu veux, c'est remarquable, quoi. C'est inspirant. Du coup, j'ai tendance à parler, quand je parle de ça me paraissait une bonne idée.
Et notamment qu'il y avait des anecdotes avec M. Ono et tout ça. Mais bon, tant pis. Donc peut-être maintenant, je sortirai ça comme sujet dans le 6e. Mais je sais pas trop parce que j'ai demandé à Pont-à-Mousson, là, les gens qui font les plaques d'égout. Ouais. Je parle d'eux tout le temps dans ma BD. Et ils n'étaient pas très contents que je suggère que chez eux, les ouvriers faisaient la grève. Donc, j'ai arrêté là. J'ai arrêté les bon. Maintenant, ils s'en foutent peut-être. Je sais pas. Bon, ça doit plus être les mêmes dirigeants maintenant, c'est bon. Ouais. Mais tu leur offriras des beaux albums. Parfois. J'ai essayé de les contacter là, mais ils répondent pas trop. C'est vrai qu'il y a les Covid et tout ça. Bon, j'en ai marre de dessiner ce truc. Ah, mais parfait. Ah, voilà. Donc ça, le concours, je crois qu'il est toujours... Ouais, on le voit bien. On voit donc Louison qui est avec le vieil abbé sur un hamac. Il couche l'hamac du vieil abbé, en fait. Ouais, donc c'est un rappel, finalement, ça devient un fil conducteur d'une émission à l'autre, hein, ouais. Puisqu'avec Yann, il y avait déjà ce hamac. Donc, le concours est encore toujours ouvert, je pense bien. Donc, point d'interrogation Léo pour gagner ce dessin, pour participer au concours et donc gagner ce dessin original qui a été fait par notre ami Léo Becker. Donc, point d'interrogation Léo pour participer et gagner le dessin. Alors, il y a des spécialistes de Pont-à-Mousson hein, qui posent la question de savoir si ça a été englobé finalement dans Saint-Gobain, et puis finalement, c'est peut-être avec la direction de Saint-Gobain qu'il faudrait aller voir. Je sais pas. Ouais. J'avoue que si quelqu'un pouvait le faire à ma place, ça m'arrangerait. Il y en a qui vérifient qui sont plus malins que nous, qui vérifient sur les sites internet pour avoir l'information. Ouais. On va tranquillement te laisser finir le dessin. On va conclure l'émission. Je regarde juste s'il y a encore des dernières questions qui arrivent. Je pense que... Est-ce que tu as des actions chez Saint-Gobain? Non. Il faut en prendre par peut-être. Contre, à l'époque, ils m'ont acheté 1000 albums. Ouais. Et m'ont fait faire un poster. Et m'ont fait visiter Paris en bateau mouche. Bien. Et à leur plante. C'était un bon moment. Du coup, c'est pour ça que tu pouvais plus faire un truc sur la grève chez eux. Ils t'ont soigné. Donc, on va tranquillement conclure. Merci Léo, en tout cas, pour la disponibilité. C'était un plaisir de discuter, de parler de Louison. J'espère qu'on en reparlera encore quand tu sortiras le numéro 2. On en parlera sur la page des Amis de Spirou, c'est sûr. C'est Marc Descornels qui a gagné au tirage au sort, si je comprends bien ce qu'il y a noté sur mon écran. Donc, on va se charger de mettre les liens pour faire l'envoi du dessin. Donc, on se réjouit de voir la campagne Ulule qui démarrera dans un petit mois maintenant pour le 2e album. Je remercie Adrien pour la technique, hein, parce que derrière ça, c'est lui qui nous a tout bien organisé, qui a bien fait ça. Donc, merci beaucoup, Adrien. J'en profite pour le remercier pour tout le travail qu'il fait sur la page des Amis de Spirou, et puis sur le groupe, dans la gestion, c'est chouette. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs modérateurs et chroniqueurs qui nous regardent, donc je les remercie aussi. C'est chouette aussi de pouvoir animer ça avec vous. On s'amuse bien. L'émission, comme celle de la semaine dernière avec Yann Darine, elle est disponible sur la chaîne YouTube, Twitch, un petit moment encore, mais on les met aussi sur la page YouTube. Donc, toi, je sais que tu communiques aussi beaucoup par les réseaux, tu pourras la mettre encore dans la campagne Ulule, tu pourras mettre le lien vers l'émission YouTube. Tout simplement, au revoir, merci. Et puis, les jeunes et les moins jeunes, faut lire Louison. Pour les papas comme moi qui ont les albums, qui achètent les albums, faut les faire lire aux enfants. Ils aiment ça aussi. À bientôt. Et puis merci. Je sais pas s'il est encore derrière toi, Jean. Jean, tu dis au revoir. Salut Jean. Merci pour avoir fait le colis, les colis. Donc on a eu une plaque d'égout, un panneau indicateur de Montluçon, et puis encore un bon vieux cru du vin qui a été pressé par notre vieil abbé. À bientôt, salut. Et puis juste peut-être encore
La semaine prochaine, c'est Adrien qui va faire une émission donc, où il accueillera les auteurs, si je ne me trompe pas, de Mort et déterré. Je laisserai Adrien me confirmer ça. Et puis, c'est juste la date que j'ai oubliée. Je crois que c'est... Je vérifie ça tout de suite. Donc, rendez-vous tout le monde. Ce sera... c'est pas 26 Adrien, je ne sais plus la date de ton émission. Je l'avais noté. J'avais le jeudi 24, non? Bon, enfin, Adrien va nous tenir au courant. Ce sera lui qui animera la prochaine émission pour la chaîne Twitch Jamie Spirou. Merci et à bientôt. À bientôt. Salut Léo, salut Jean. Bonjour à tout le monde. Jeudi prochain à 21h, la prochaine émission. Voilà. Ah. Voilà. À bientôt. À bientôt.